Bonjour Boutaina Ben Salem, ravi d'être avec vous encore une fois, de vous recevoir dans la matinale de Média TV. Je rappelle que pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore, que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. Avec vous, on va parler de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et ce fort risque de reprise des combats entre l'Iran et les États-Unis. Parce que nous sommes à seulement quelques heures de l'expiration du cessez-le-feu et toujours rien, silence radio du côté de la Maison-Blanche et des Iraniens qui disent « on n'ira pas négocier sous la menace ». Selon vous, est-ce qu'il y a un espoir d'obtenir quelque chose dans les prochaines heures ? Enfin, tout est possible, hein. La situation est très volatile parce que les deux côtés ne veulent pas montrer qu'ils ont cédé, qu'il y a des provocations de part et d'autre. Et puis il y a ce blocus qui a encore compliqué les choses. Et donc là, on a à la Maison-Blanche le président américain qui utilise une rhétorique assez agressive quelquefois, qui soulève la méfiance des Iraniens, qui eux ne veulent pas partir à des négociations en ayant l'air faible. Donc c'est ce qui fait que la situation se complique. Mais tout est possible. Il peut y avoir négociation comme il peut ne pas y avoir négociation. Oui. Est-ce qu'ils peuvent ne pas négocier, mais tout de même décider ensemble de prolonger de quelques jours le cessez-le-feu en attendant d'envisager l'hypothèse de s'asseoir à nouveau à la table des discussions? C'est possible, ça reste une option. Ils peuvent prolonger le cessez-le-feu, comme ils peuvent décider à la dernière minute d'aller négocier. C'est-à-dire que on est vraiment dans un moment où on a l'impression que tout le monde veut vraiment une solution, les deux belligérants veulent une solution à ce problème-là, mais personne ne veut lâcher prise parce que tout le monde doit rendre des comptes à sa population. Et donc, c'est ce qui fait que les choses se compliquent. Ajoutons à cela qu'il n'y a pas vraiment, même si le Pakistan, il a fait du très bon travail, il a joué le rôle de médiateur, mais ce n'est pas un médiateur avec assez de puissance pour présenter des garanties. Parce que le problème des Iraniens, c'est qu'ils ne font pas confiance aux Américains. Ils ont été trahis 2 fois pendant les négociations. Et puis, ils ont peur aussi de donner des choses et puis afin de se retrouver attaqués ou que la guerre reprenne. Donc, ils ont vraiment besoin de garanties pour l'avenir. Et il n'y a pas de puissance qui offre cette garantie. Il y a une seule puissance qui peut le faire, mais elle n'a pas encore, elle ne s'est pas présentée pour le faire, c'est la Chine. Oui, alors la Chine qui appelle quand même tout le monde à se mettre autour d'une table pour discuter parce que maintenant il est temps que ça s'arrête. Hein. C'est les dernières informations qui nous proviennent de Pékin, avec le ministre chinois des Affaires étrangères, qui fait le tour des capitales et particulièrement des pays du Golfe pour essayer d'apaiser la situation. Alors je vous disais tout à l'heure, Boutaina Ben Salem, que c'était silence radio du côté de la Maison-Blanche. Alors pas tout à fait, pour être exact, puisque tout à l'heure il y a eu un message posté sur Truth Social par le chef de la Maison-Blanche qui parle de l'uranium iranien. Et il dit ça va être très difficile de le récupérer, alors avec une explication un peu compliquée pour nous dire que lorsqu'il y a eu les bombardements, donc ça date du mois de juin dernier, ça a été enfoui plus bas sous terre et que donc il va falloir du temps pour le récupérer. Est-ce que c'est pas une manière de dire on est en train peut-être d'essayer d'expliquer comment on pourrait éventuellement faire un pas en arrière sur cette question de l'uranium? Au fait, le problème de Trump, c'est qu'il était sorti du deal qu'il y avait entre les Américains et les Iraniens, qui était un bon deal. Et pour Trump, ce n'était pas vraiment quelque chose de bien. Il voulait plus. Il ne voulait pas que l'uranium, il voulait le programme des missiles, il voulait travailler aussi sur les alliés de l'Iran. Après, il se retrouvait avec 2 graves problèmes, l'uranium et le détroit d'Ormuz. Et il ne faut pas oublier qu'il avait aussi essayé de faire une opération afin d'extraire l'uranium, où il y avait une opération de sauvetage qui était au fait une opération de débarquement. Ça a été très compliqué, ils ont perdu des appareils. Donc je pense que les Américains ont compris qu'un débarquement va coûter va coûter des vies, va coûter du matériel, ça va être insoutenable. Et donc le seul moyen de faire sortir l'uranium, c'est de collaborer avec les Iraniens. Surtout que l'uranium, comme vous l'avez bien souligné, il est enfui. Et donc, il faut
toute une infrastructure, toute une logistique pour pouvoir le faire sortir. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais maintenant, on a le détroit d'Ormuz et l'uranium. Et on revient vraiment à ce qui était déjà fait. Et ce qui n'était pas, parce que le détroit d'Ormuz n'était pas fermé, mais il a été fermé après cette guerre-là. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, j'ai presque envie de dire que c'est Washington qui a le couteau sous la gorge, dans le sens où le président américain va devoir rendre des comptes au Congrès, le président américain doit trouver une solution assez rapide parce que son opinion publique commence aussi à se retourner. Est-ce que le problème, il n'a pas changé de camp, et comme on dit au rugby, les mouches n'auraient-elles pas changé d'âne? Oui, au fait, Donald Trump, il a des pressions de la part de son électorat. Et c'est ce qui l'intéresse vraiment, c'est son électorat MAGA. Et c'est ce qui explique aussi ces tweets qui sont très provocateurs, mais qui cherchent surtout à rassurer son électorat, comme quoi il a le contrôle de la situation, comme quoi les Iraniens ont capitulé, bien que ce n'est pas vraiment la réalité. Le problème des négociations, c'est qu'il faut faire des concessions et des concessions qui peuvent satisfaire les deux côtés, du côté des deux belligérants. Mais là, on a un troisième acteur, qui est Israël, qui a des intérêts qui diffèrent complètement des États-Unis. Donc, et qui est là, même si elle ne participe pas, eh bien, elle est là à travers son allié américain. Donc, c'est ce qui fait aussi la complication des choses, parce qu'Israël ne veut pas d'une puissance régionale, et les Américains ont compris que le programme balistique n'allait pas être vraiment discuté. Comme ils ont compris aussi que eux, s'ils veulent que les Iraniens n'enrichissent pas l'uranium pendant 20 ans, les Iraniens veulent ne pas l'enrichir pendant 5 ans, mais continuer dans leur programme civil. Donc c'est ça. En fait, il y a vraiment des positions qui se compliquent, mais je pense qu'ils peuvent trouver une solution à ça. Le seul problème qui se pose aussi, c'est le manque de confiance. Et les garanties, est-ce que ça va reprendre après ou pas? Oui. Alors, jusqu'ici, c'est J.D. Vance qui était en première ligne, en tout cas pour discuter directement avec les Iraniens. Là, il y aurait probablement Jared Kushner qui viendrait se surajouter à cette délégation américaine. Pourquoi est-ce que Marco Rubio, qui, on le sait, est un fin politique, un fin négociateur, est absent de ce dossier américano-iranien, selon vous? Bien, je pense J.D. Vance, dans sa position, il arrive quand même à ne pas avoir une position très hawkish. En plus, dans sa position, c'est le vice-président. Donc, c'est vraiment l'un des plus grands représentants des États-Unis aussi. Donc, c'est ce qui donne aussi à ces négociations un sérieux pour les Iraniens. Marco Rubio, il a vraiment une position très hawkish dans ses discours qu'on a vu souvent. C'est des discours qui appellent à la suprématie blanche, au retour un peu de l'impérialisme américain. Donc peut-être que ça aurait compliqué les choses, surtout que les Iraniens se méfient déjà du gendre du président et de son conseiller Witkoff. Donc, et déjà du côté des Iraniens, on a deux groupes. On a les réformateurs qui veulent vraiment une ouverture envers les États-Unis et qui veulent vraiment un deal, et on a les conservateurs qui se méfient énormément des États-Unis et qui ne veulent pas n'importe quel deal. Donc, des deux côtés, il y a des pressions. Et des deux côtés, il y a des groupes qui veulent un deal ou pas. Malheureusement, aux États-Unis, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les gens un peu comme de la stature de Kennedy, qui avait géré la crise de Cuba, qui était une crise absolument difficile et terrible, et avec une autre puissance. Donc, et l'Iran ne peut pas devenir Cuba. Cet embargo ne peut pas durer, cette situation ne peut pas durer, que ce soit pour la région ou pour le monde aussi, parce que c'est une ligne d'approvisionnement d'énergie et autre chose, et c'est aussi un producteur d'énergie. Donc, la stratégie de Trump, c'est les étouffer économiquement pour les pousser à une capitulation, mais ce n'est pas comme ça que les choses vont se régler. Oui. Est-ce qu'on peut considérer ce matin, comme peut-être hier et avant-hier, mais ce matin peut-être plus encore, que la moindre étincelle peut rallumer le feu au Moyen-Orient?
Au fait, oui, enfin, des provocations de part et d'autre, parce que quand vous annoncez un blocus pendant une trêve, ça veut dire que ce n'est pas une trêve, hein, c'est un blocus maritime, c'est une déclaration de guerre, hein. Et, euh, et bon, les Iraniens ont envoyé des drones, les Américains ont saisi un bateau. Donc il y a vraiment des provocations, mais il est dans l'intérêt des deux côtés de trouver une solution, et cette situation ne peut pas durer. Donc, est-ce que à la dernière minute, on va avoir les Iraniens qui vont décider de partir? Est-ce que la Chine va faire pression? Peut-être oui. Un retour à la guerre, ça va apporter quoi? Il y a eu déjà des frappes, ça n'a servi qu'à durcir le régime et avoir une solidarité interne autour de lui. Donc, la solution, c'est sûrement pas la guerre, c'est surtout la diplomatie et surtout une vraie négociation avec de vraies concessions et un pays qui peut garantir, ou des pays qui peuvent garantir qu'on ne va pas revenir au statu quo. Oui. Alors, parmi ces dernières déclarations, Donald Trump a dit je vais arrêter d'être gentil, notamment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces déclarations, mais il dit ces mots-là, je vais arrêter d'être gentil. Et on sait que des troupes supplémentaires ont été envoyées au Moyen-Orient, des troupes américaines. Est-ce qu'il n'y a pas clairement, et c'est peut-être pour ça que les Iraniens se méfient, une intention d'aller plus loin encore dans ce conflit? Effectivement, il y a des navires qui arrivent, il y a des troupes qui ont stationné et d'autres qui arrivent aussi, et c'est ce qui fait que les Iraniens sont très méfiants. Alors, la présence de ces troupes-là peut avoir deux sens. Ça peut être ou une pression pour les pousser à accepter les conditions américaines, ou ça peut être une ruse, comme ce qui a été fait avant, et c'est-à-dire que pendant les négociations, il peut y avoir une attaque. Alors, certains observateurs russes enfin, on dit il faudrait se méfier, que peut-être c'est une question de ruse. Les Iraniens aussi sont très méfiants. D'ailleurs, aujourd'hui et hier, il y a eu beaucoup enfin, de hauts fonctionnaires en Iran qui ont déclaré dans la presse qu'ils se méfient vraiment des États-Unis et qu'il peut y avoir une guerre. Mais à mon sens, une guerre serait très coûteuse pour les deux et pas nécessaire du tout. Donc, ça serait vraiment risqué, hein. Surtout que s'il y a débarquement, il y aura perte humaine. Et s'il y a des pertes humaines, Trump risque vraiment d'avoir des problèmes par rapport enfin, à ses promesses vis-à-vis de son électorat, vu que les midterms arrivent aussi. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de la Chine qui essaye de jouer les intermédiaires discrets, c'est-à-dire pas les médiateurs directement, mais au moins les intermédiaires discrets. Est-ce que la Chine, selon vous, a le poids suffisant vis-à-vis de Donald Trump pour pouvoir l'emmener à faire des concessions supplémentaires et obtenir un accord pour en finir avec cette guerre? En fait, oui, elle a vraiment le poids, mais on la voit vraiment travailler sous les coulisses parce que c'est elle qui avait vraiment convaincu les Iraniens d'aller aux négociations, surtout que les Iraniens ne voulaient pas d'un cessez-le-feu, ils voulaient d'un accord. Et ils avaient peur que le cessez-le-feu, après, finisse comme ce qui se passe comme ce qui s'est passé à Gaza et au Liban. Mais le souci des Iraniens, c'est de ne pas finir un peu comme le cas libyen, c'est-à-dire d'abandonner leurs armes et après de se retrouver attaqués et le pays démantelé. D'ailleurs, ils l'ont toujours dit, hein, depuis le début, ils ont gardé les mêmes demandes. La levée des sanctions et des garanties et le respect de leurs droits, hein. Alors, le problème, c'est que cette guerre-là a ajouté plus de problèmes qu'il y en avait déjà, puisque les Iraniens ont compris que le détroit d'Ormuz est très important, surtout, hein, pour la Chine, pour le monde aussi. Et la Chine aussi, elle se retrouve dans une situation assez complexe parce qu'elle voit ses lignes d'approvisionnement coupées par les Américains. Alors, c'était le Venezuela, maintenant c'est l'Iran. Elle ne peut pas se permettre ça. C'est-à-dire qu'elle doit vraiment assurer que il y ait une sécurité de son approvisionnement en pétrole.
Oui. Alors, comme vous le disiez, les Iraniens se sont peut-être aperçus de l'importance du détroit d'Ormuz. Ils le savaient probablement déjà, mais peut-être que c'est cette fois beaucoup plus criant. Est-ce que ça, finalement, a fait augmenter leur influence, ou en tout cas leur puissance dans cette région, avec ce détroit qui, finalement, est le goulot du commerce mondial? Oui, au fait, ils ont compris qu'ils avaient enfin, même si les Américains, ils ont une puissance militaire très importante, hein, c'est la première puissance au monde, les Iraniens ont montré qu'ils étaient résilients et ils ont une capacité de nuire, la capacité de nuire à l'économie mondiale et à l'économie régionale. Et ça, c'est un levier très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas l'abandonner. C'est pour ça qu'ils veulent garder le contrôle du détroit, bien que, bon, selon le droit international, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une libre navigation. Donc, dans l'histoire, les Iraniens étaient une force, mais il y avait dans la région un certain équilibre parce qu'il y avait l'Irak avant. Donc il y avait cet équilibre entre l'Irak et l'Iran. Une fois que l'Irak a été détruit par la guerre de l'Iran, enfin il n'a pas pu reprendre l'influence qu'il avait, hein. Et donc l'Iran s'est retrouvé quand même comme une puissance régionale et une puissance, enfin ou une force qui arrive quand même à évoluer et à se développer malgré les sanctions très lourdes qu'elle a subies. Et il faut vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment se rendre compte que l'Iran, ce n'est pas Cuba, que ce blocus-là ne peut pas durer et que s'il dure, bah, peut-être qu'elle pensera aussi à bloquer toute la région, hein, qu'il n'y ait pas de navigation aussi pour les autres pays. Et ça compliquera vraiment la situation de la région. Oui. Alors, on l'a dit, la Chine a peut-être un niveau d'influence sur les Iraniens, peut-être aussi un pouvoir de conviction chez les Américains, mais qu'en est-il des pays voisins de l'Iran, ce qu'on appelle vulgairement les monarchies du Golfe? Parce que elles resteront les voisins ou les voisines, ces monarchies de l'Iran, alors que les États-Unis se retireront, pardon. Est-ce que vous pensez que justement ces monarchies tentent du côté de Washington d'infléchir la position de la Maison-Blanche? Bien, je pense qu'ils ont essayé, mais peut-être pas avec tous les leviers qu'ils ont, hein, parce que pour eux aussi, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'Iran. Et on a compris quand ce conflit a commencé qu'il y avait certains intérêts à l'affaiblir aussi. Mais l'Iran a été aussi clair dans ce sens-là, puisqu'une fois qu'on attaquait ses infrastructures, elle attaquait aussi les autres, enfin les infrastructures de ses voisins. Alors, ce qui peut se dégager vraiment de ça, c'est que l'Iran est un voisin de ces pays-là et que s'ils veulent vivre ensemble, il faut vraiment qu'ils trouvent les moyens de collaborer ensemble. Ou de reconstruire une confiance et une relation ensemble. Alors l'exemple de Oman et d'Iran est assez intéressant puisque c'est un pays qui a de très bonnes relations avec l'Iran. Le Qatar aussi arrive à gérer cette relation-là, hein. Il y a quelquefois des tensions, des frictions, mais quand même ils arrivent à avoir une relation avec elle. Alors reste l'Arabie Saoudite et les autres pays. Mais je pense que ces pays-là ont compris que le parapluie de défense américain n'est pas tout à fait efficace et que si la région subit un problème de guerre, eh bien c'est leur propre sécurité nationale, c'est leur propre population aussi qui vont subir les conséquences, pas simplement l'Iran. Oui. Est-ce que, et on revient sur le détroit d'Ormuz si vous le voulez bien, parce que ces pays-là aussi en dépendent de ce détroit, est-ce que les idées d'alternatives qui sont évoquées pour éviter, ou en tout cas avoir un plan B face à ce détroit fermé, est-ce que c'est, selon vous, des idées qui peuvent tenir la route? Est-ce que, selon vous, c'est des idées qui peuvent éventuellement soulever les interrogations aussi de l'Iran? Eh bien, il y a eu des projets dans ce sens-là, hein. Il y a des alternatives qui existent, mais elles ne sont pas aussi efficaces parce que c'est des alternatives terrestres. Elles sont limitées, hein, aussi, hein, par rapport à la route maritime. Et puis ces alternatives-là, aussi, il faut savoir que
Israël aussi a un projet d'être au sein d'une autre route de l'énergie qui passe par elle, à travers une collaboration avec les pays de la région et les accords d'Abraham. Alors, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que est-ce que l'Iran va rester silencieuse aussi? Parce qu'il y a le détroit d'Ormuz, mais il y a aussi le Bab el-Mandeb, c'est-à-dire que la situation peut aussi se compliquer plus. C'est-à-dire pas simplement un seul détroit, mais 2 détroits. Et si Bab el-Mandeb aussi s'ajoute, il y a le problème du canal de Suez qui risque d'être étouffé. Donc vraiment, on est face à une situation qui, s'il y a plus d'escalade, on va avoir plus de problèmes qui vont apparaître et peut-être des problèmes qui n'existaient pas, comme le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz n'a jamais été un problème dans la région, mais cette guerre-là l'a rendu un problème extrêmement important. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il serait vraiment préférable qu'il y ait de vraies négociations, qu'il y ait de vraies concessions, plutôt que des escalades et des provocations qui vont mener à une situation de plus en plus insoutenable. Oui, avec Israël, si j'ose dire, en embuscade, qui pourrait faire torpiller toute discussion. Exactement, c'est le troisième belligérant qui a commencé cette guerre-là. C'est Israël qui a le plus d'intérêt à affaiblir l'Iran dans la région. Et c'est ce qui fait qu'il y a une crainte qu'à chaque fois que les négociations commencent à se détendre, qu'il y ait une crainte que les choses se compliquent et que les négociations échouent. Mais je pense qu'il n'est pas vraiment dans l'intérêt des États-Unis ou de l'Iran de faire échouer ces négociations-là. Merci beaucoup, Botena Bensalem, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. Merci encore pour cet éclairage et excellente journée à vous.